L'illusion du sablier. Habiter le temps dans un monde qui s'accélère. Introduction. Le murmure de la trotteuse. Je me tiens souvent là, immobile, à écouter le silence d'une pièce, et pourtant, quelque chose en moi continue de courir. C'est une sensation étrange, presque physique, comme si une main invisible poussait mon dos, m'intimant l'ordre d'aller plus vite, de faire plus, d'être davantage. Vous l'avez sans doute ressenti, vous aussi. Cette angoisse sourde qui s'installe au creux de l'estomac le dimanche soir, cette mélancolie soudaine devant le visage d'un proche qui a vieilli sans que nous l'ayons vraiment regardé changer, ou encore ce sentiment d'essoufflement alors que nous sommes assis dans notre canapé. Nous vivons avec une peur viscérale du temps. Mais d'où vient-elle vraiment? Est-elle une composante naturelle de notre condition humaine, un vestige de notre finitude, ou bien une construction artificielle, une cage dorée forgée par un monde qui a tout intérêt à nous voir courir? Pourquoi avons-nous l'impression que la vie nous glisse entre les doigts comme un sable trop fin, alors que nous n'avons jamais eu autant d'outils pour gagner du temps? Aujourd'hui, je voudrais que nous nous arrêtions. Non pas pour gagner du temps, on ne gagne jamais contre le temps, mais pour changer notre regard sur lui. Pour comprendre si notre peur naît de nos échecs passés, de nos rêves inachevés, de nos attachements familiaux, ou si elle est le pur produit d'une société bruyante, brillante et profondément hypocrite. Une société qui a transformé l'existence en une course de vitesse dont la ligne d'arrivée est, par définition, la fin de tout, et où la lenteur est devenue le luxe d'une élite ou le stigmate d'un échec. Entrons ensemble dans cette forêt de minutes et d'heures pour tenter d'y retrouver notre propre boussole. Chapitre 1. Le poids de nos existences et l'ombre des échecs. Quand je regarde en arrière, le temps me semble parfois être un juge sévère, un comptable qui ne fait aucun cadeau. Nous portons en nous la somme de nos échecs, ces moments où nous avons eu l'impression de rater le coche, de laisser passer une chance qui ne reviendra plus. Cette peur du temps est d'abord une peur du bilan. On se dit, à mon âge, j'aurais dû avoir accompli ceci, j'aurais dû être cela. Nous avons grandi avec l'idée que la vie est une trajectoire linéaire, une flèche qui doit toujours pointer vers le haut, vers plus de stabilité, plus de confort, plus de reconnaissance. Alors, quand la flèche dévie, quand nous trébuchons, quand nous traversons des déserts professionnels ou affectifs, le temps devient notre ennemi. Chaque seconde qui passe semble nous éloigner d'une version idéale de nous-mêmes que nous n'avons pas encore réussi à atteindre. C'est ce que j'appelle le syndrome du retard permanent. On a l'impression d'être en retard sur sa propre vie. Pourtant, j'ai appris, au fil de mes propres silences et de mes chutes, que l'échec n'est pas une perte de temps. C'est le temps qui s'infuse en nous. Un échec est une expérience qui demande du temps pour être digérée, comprise et finalement transformée en sagesse. Imaginez une forêt. Les feuilles qui tombent et pourrissent au sol ne sont pas un échec de l'arbre. Elles sont le terreau indispensable à la croissance de demain. Sans ce processus de décomposition, de lenteur, de stagnation apparente, la forêt mourrait. La peur que nous ressentons face à nos manquements est souvent la peur de ne pas avoir assez de restants pour se racheter. C'est une vision comptable de l'existence, une vision qui oublie que la vie ne se compte pas en résultats, mais qu'elle se mesure en profondeur d'expérience. Nos échecs ne sont pas des retards, ce sont des étapes de maturation. La nature ne se précipite pas, et pourtant tout s'y accomplit. Pourquoi nous infligeons-nous une pression que même les montagnes ne connaissent pas? Pourquoi voyons-nous nos cicatrices comme des pertes de temps plutôt que comme des trophées de survie? Chapitre 2. Les rêves comme fardeau et le futur comme menace. Il y a aussi nos rêves, ces aspirations qui devraient dans cette aubée nous porter et qui, paradoxalement, nous oppressent. Nous avons peur du temps parce que nous avons peur que nos rêves ne soient jamais exaucés. Nous transformons nos désirs les plus profonds en échéances. Je vois autour de moi tant de visages tendus vers un futur qui n'existe pas encore.
Nous vivons dans le quand. Quand j'aurai ce poste, quand j'aurai enfin cette maison, quand je serai en retraite, quand les enfants seront autonomes. En faisant cela, nous traitons le présent comme une salle d'attente, un espace vide et un peu inconfortable qu'il faut traverser le plus vite possible pour arriver au vrai moment de notre vie. Et pendant que nous attendons que la fête commence, les musiciens sont déjà en train de ranger leurs instruments. Cette projection constante vers le futur crée une anxiété permanente, une sorte de vertige devant l'abîme du possible. Le futur n'est plus une promesse d'ouverture, il devient une menace de manque. On craint de ne pas être à l'heure. Mais à l'heure de qui? De quel calendrier? Nous avons oublié que le rêve n'est pas une destination, c'est une lumière pour éclairer le chemin que nous foulons aujourd'hui. Si le rêve nous empêche de savourer le présent, s'il nous rend amers face au temps qui passe, alors ce n'est plus un rêve, c'est une aliénation. Le futur est une abstraction. La seule réalité que nous possédons, c'est cette inspiration que vous prenez en cet instant, et cette expiration qui la suit. Le temps ne nous vole rien. C'est notre désir d'être ailleurs qui nous vole à nous-mêmes. Nos rêves devraient être des compagnons de route, pas des gardes-chiourmes qui nous fouettent pour avancer plus vite. Chapitre 3. La machine bruyante et l'hypocrisie du « toujours plus ». C'est ici que ma réflexion rejoint votre intuition la plus profonde, celle qui gronde en chacun de nous. Cette peur du temps n'est pas seulement intérieure, elle n'est pas seulement le fruit de notre psychologie. Elle est nourrie, entretenue, presque industrialisée par le monde qui nous entoure. Regardez ce monde. Il est brillant, il est bruyant, il est saturé de sollicitations. On nous vend la vitesse comme une vertu cardinale, et la productivité comme une morale supérieure. Dans cette société, la seule valeur qui semble compter est le toujours plus. Plus de clics, plus d'argent, plus d'expérience, plus de visibilité. C'est une course effrénée où l'on nous fait croire que le repos est une faiblesse honteuse et que la contemplation est un vide qu'il faut combler d'urgence par une activité quelconque. Pourquoi cette hypocrisie ? Parce qu'un être humain qui prend son temps est un être humain qui devient dangereux pour le système de consommation. Celui qui s'arrête commence à réfléchir. Celui qui ralentit commence à ressentir. Celui qui habite le silence n'a plus besoin d'acheter 1000 objets inutiles pour combler son angoisse existentielle. Le système entretient l'illusion que le temps est une ressource que l'on possède, alors que nous sommes du temps. On nous parle d'une élite qui réussirait tout, qui optimiserait chaque minute de sa vie grâce à des méthodes miracles, des rituels matinaux millimétrés et une gestion du temps paroxystique. On nous montre des vies lisses, filtrées, où le temps semble être maîtrisé, dompté, mis en boîte. Mais c'est un mensonge. Personne ne maîtrise le temps. Cette élite dont on nous vante les mérites est souvent la plus esclave de cette accélération. Elle possède peut-être des jets privés pour aller plus vite, mais elle n'a plus la liberté de flâner sans but. Cette société nous vole notre temps pour nous le revendre ensuite sous forme de services de gain de temps ou de loisirs packagés. Elle crée une urgence artificielle, la peur de l'obsolescence, la peur de ne pas être au courant, la peur de ne pas exister sur les réseaux, pour nous maintenir dans un état de stress chronique. Ce stress nous empêche de voir l'essentiel. L'hypocrisie est là. On nous fait croire que nous courons pour notre liberté et notre épanouissement, alors que nous courons pour alimenter une machine qui se nourrit de notre épuisement et de notre sentiment de manque. Spirituel. Chapitre 6. La brûlure du toujours plus et la société de la fatigue, toujours plus. Ces deux mots sont le moteur de notre anxiété moderne. Toujours plus de connaissances, nous croulons sous l'information sans jamais atteindre la sagesse. Toujours plus de possessions, nous accumulons des objets qui finissent par nous posséder en demandant entretien et espace. Toujours plus de relations virtuelles, qui nous laissent souvent plus seuls qu'auparavant. J'ai souvent ressenti ce vide, cette sensation que peu importe ce que j'accomplis, le temps semble déjà avoir dévoré le plaisir de la réussite pour me projeter vers le besoin suivant.
C'est ce que le philosophe Byung-Chul Han appelle la société de la fatigue ou société du burn-out. Nous ne sommes plus exploités par un patron extérieur, nous nous exploitons nous-mêmes dans l'espoir d'atteindre un sommet qui n'existe pas. Nous sommes devenus nos propres contremaîtres. Ce monde bruyant nous empêche d'entendre la seule question qui vaille. De quoi ai-je réellement besoin pour que ma journée soit juste ? La peur du temps, dans ce contexte, est la peur de l'obsolescence. On craint d'être dépassé, de ne plus être dans le coup, de perdre notre valeur marchande sur le marché des humains. Mais si la course mène vers l'épuisement de l'âme, n'est-il pas plus sage de s'asseoir sur le bord du chemin ? Le toujours plus est une promesse hypocrite car elle ne s'arrête jamais. Elle nous maintient dans un état de manque perpétuel, une soif que rien ne peut étancher. C'est ainsi que l'on crée une société docile. Des gens qui ont peur de manquer de temps sont des gens qui n'ont pas le temps de remettre en question l'absurdité de leurs conditions. Ils sont trop occupés à pédaler pour s'apercevoir que le vélo est sur un socle fixe. Chapitre 7. Retrouver la verticalité, la sagesse du Kairos. Il y a 2000 ans, Sénèque écrivait déjà dans « De la brièveté de la vie des mots qui résonnent aujourd'hui avec une force prophétique ». Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Il ne parlait pas de perdre son temps à ne rien faire. Au contraire. Il parlait de perdre son temps à s'agiter pour des futilités, à se laisser dévorer par les ambitions sociales et les bruits de la cité. Pour lui, la vie est assez longue pour celui qui sait l'habiter. Le problème n'est pas la durée de notre existence, mais sa profondeur. Nous vivons de manière horizontale. Nous accumulons les minutes comme des perles sur un fil, espérant que le collier sera le plus long possible. Mais la sagesse consiste à vivre de manière verticale. Vivre verticalement, c'est s'enfoncer dans l'instant présent jusqu'à ce que le temps n'ait plus de prise. C'est ce que les Grecs anciens appelaient le kairos, par opposition au chronos. Chronos est le temps qui passe, le temps linéaire, le temps qui dévore ses enfants. Kairos est le moment opportun, l'instant de grâce, la dimension qualitative du temps. C'est cet instant où vous perdez toute notion de durée parce que vous êtes pleinement là. Quand vous êtes absorbé par une discussion sincère avec un ami, par la main que vous tenez, par la lecture d'un livre qui vous bouleverse, ou par la simple contemplation d'une lumière d'automne sur un mur. Où est la peur du temps dans ces moments-là ? Elle disparaît. Car dans l'intensité de la présence, le temps n'est plus un prédateur, il est un allié. Le secret n'est pas d'ajouter des années à sa vie, mais d'ajouter de la vie à ses années, non par l'agitation, mais par l'attention. Chapitre 8. Le silence comme acte de rébellion intérieure. Dans ce monde brillant et hypocrite, le silence est devenu suspect. Si vous vous taisez, c'est que vous n'avez rien à vendre ou rien à dire. Si vous vous arrêtez, c'est que vous êtes inutile ou déprimé. L'agitation est devenue la preuve de l'existence. Je suis occupé, donc j'existe. Pourtant, c'est dans le silence que la peur du temps commence à se dissoudre. La peur a besoin de bruit pour se nourrir. Elle a besoin de la comparaison permanente avec la vie des autres, des notifications incessantes de nos téléphones qui découpent notre attention en morceaux de plus en plus petits, de l'agitation des villes qui nous impose son rythme mécanique. Le silence, lui, nous ramène à notre propre rythme biologique, à la lenteur de notre cœur. Je vous invite à faire cette expérience, non pas comme une discipline austère, mais comme un acte d'amour envers vous-même. Chaque jour, trouvez un interstice. 10 minutes, 1 heure, peu importe. Un moment où vous n'attendez rien, où vous ne produisez rien, où vous n'êtes le spectateur de rien. Juste être là. Le monde veut nous faire croire que nous sommes en retard. Mais on ne peut pas être en retard sur sa propre vie. Nous sommes exactement là où nous devons être pour commencer à comprendre. La peur du temps est, au fond, la peur de ne pas être assez. Mais le silence nous murmure, si nous l'écoutons assez longtemps,
que nous sommes déjà tout ce que nous devons être. Le silence est le grand égalisateur. Il nous dépouille de nos titres, de nos échecs et de nos succès pour ne laisser que la présence pure. Et dans cette présence, le temps n'est plus une menace. Il est une demeure. Chapitre 9. Le corps, cette horloge oubliée. Nous avons délégué notre rapport au temps à des machines, des montres, des smartphones, des calendriers partagés. Nous avons oublié que notre premier rapport au temps est charnel. Notre corps est une horloge d'une précision et d'une sagesse infinie. Il connaît le temps de la faim, le temps de la fatigue, le temps de la guérison, le temps du désir. La société hypocrite nous demande de nier ces rythmes. Elle nous demande d'être aussi productifs le matin que le soir, en hiver qu'en été, à 20 ans qu'à 60. Cette déconnexion de nos rythmes biologiques est l'une des sources majeures de notre angoisse. Nous forçons sur une machine qui n'est pas faite pour la linéarité, mais pour la cyclicité. Écouter son corps, c'est redécouvrir que le temps n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, mais quelque chose que nous sécrétons. Quand nous tombons malades, le temps change de nature. Il ralentit. Il nous oblige à la présence. Pourquoi attendre la maladie pour respecter notre propre lenteur ? Se réapproprier son corps, c'est aussi accepter de vieillir. La peur du temps est souvent la peur de la dégradation physique. Mais si nous voyons le corps non comme un objet que l'on doit maintenir neuf le plus longtemps possible, l'illusion de l'élite, mais comme un paysage qui se transforme avec les saisons, alors la peur s'apaise. Une montagne n'est pas moins belle parce qu'elle est érodée. Un arbre centenaire a une dignité que le jeune plant n'a pas encore. Habiter son corps, c'est habiter son temps. Chapitre 10. La leçon des arbres et des rivières. Si vous vous sentez perdu dans le tumulte du toujours plus, regardez la nature. Elle était notre plus grand maître en matière de temporalité. Un arbre ne se demande pas s'il pousse assez vite par rapport à son voisin. Il ne se sent pas coupable d'être nu en hiver. Il sait que le repos est aussi actif que la croissance. La rivière, elle, nous enseigne la fluidité. Elle avance toujours, elle ne revient jamais en arrière, mais elle ne se précipite pas non plus. Elle épouse les formes du terrain, elle contourne les obstacles, elle accepte les ralentissements dans les méandres et l'accélération dans les rapides. Elle est le temps incarné. Nous avons voulu extraire l'humain de cette nature pour en faire une entité autonome, capable de dicter ses propres lois au temps. C'est l'orgueil de la modernité. Mais cet orgueil se paye par une angoisse existentielle que les peuples plus proches de la terre ne connaissaient pas de la même manière. Ils craignaient la mort, certes, mais ils ne craignaient pas le passage du temps, car ils se savaient inscrits dans un cycle plus grand qu'eux. Retrouver un lien avec le vivant, c'est sortir de la prison du temps chronométré. C'est comprendre que nous faisons partie d'une respiration globale. Quand nous jardinons, quand nous marchons en forêt, quand nous regardons l'océan, nous nous synchronisons avec des horloges qui ne sont pas humaines. Et dans cette synchronisation, notre petite peur du temps personnel s'évapore dans l'immensité du temps cosmique. Le courage de la lenteur dans un monde de vitesse. Choisir la lenteur aujourd'hui n'est pas un acte de paresse, c'est un acte de courage. C'est un acte de résistance contre l'hypocrisie d'un système qui veut nous transformer en données traitables en temps réel. Dire « je ne sais pas encore, j'ai besoin d'y réfléchir », dire « je ne peux pas venir, j'ai besoin de repos », dire « je vais prendre le chemin le plus long car il est plus beau », ce sont des petites victoires sur la dictature de l'urgence. Cette élite dont nous parlions, elle redoute par-dessus tout les gens qui ne sont pas pressés. Car les gens qui ne sont pas pressés sont ingouvernables. Ils ne cèdent pas à la panique. Ils ne se laissent pas séduire par les promesses de satisfaction immédiate. Ils ont retrouvé leur boussole intérieure. La lenteur nous permet de voir les détails. Elle nous permet de cultiver la nuance. Dans un monde de slogans et de pensées binaires, la nuance est la seule voie vers la vérité. Et la nuance demande du temps. Elle demande de s'arrêter sur un mot, sur un regard, sur une émotion complexe.
En choisissant la lenteur, nous choisissons l'humanité contre la machine. Chapitre 11. L'amour, seul vainqueur du temps. Au terme de cette réflexion, il me semble qu'une seule force est capable de suspendre le temps, de le transfigurer, de lui enlever son aiguillon de peur, l'amour. Pas l'amour consommation, pas l'amour image, mais l'amour présence. Quand nous aimons vraiment une personne, une œuvre, une idée, la vie elle-même, le temps change de substance. Il devient lumière. La peur du futur s'efface devant la plénitude de l'instant. La douleur du passé s'adoucit dans la chaleur du lien. L'amour nous donne le courage d'accepter le temps, car il nous montre que ce qui est précieux ne réside pas dans la durée, mais dans la justesse de la rencontre. Un instant de communion parfaite a plus de poids que des décennies d'errance solitaire. C'est peut-être là le secret ultime. Nous avons peur du temps parce que nous avons peur de ne pas avoir été aimés ou de ne pas avoir assez aimé. Mais l'amour n'est pas une question de quantité, c'est une question d'ouverture. Si nous ouvrons notre cœur maintenant, tout de suite, à ce qui est là, alors nous avons déjà vaincu le temps. Nous sommes entrés dans l'éternité du présent. Conclusion, la boussole retrouvée. Alors, notre peur du temps est-elle due à nos existences, à nos échecs, ou à ce monde brillant et hypocrite? Elle est sans doute la rencontre de notre vulnérabilité naturelle et d'un système qui a appris à l'exploiter pour nous asservir. Mais nous ne sommes pas des victimes impuissantes. Nous portons en nous la capacité de dire « stop ». Nous portons en nous cette boussole de l'intérieur qui ne pointe pas vers le futur ou vers le succès, mais vers la justesse de l'instant. Le temps n'est pas un prédateur qui nous poursuit. C'est le jardin dans lequel nous sommes plantés. Il ne tient qu'à nous de cesser de regarder la clôture de la finitude pour enfin commencer à cultiver les fleurs qui poussent à nos pieds, ici et maintenant. Ne craignez pas le temps qui passe. Ne craignez pas vos rides, vos échecs ou vos rêves inachevés. Craignez seulement de ne pas avoir habité votre propre vie à force de courir après celle qu'on a essayé de vous vendre. Revenez à vous-même. Revenez au silence. Revenez à la lenteur. C'est là, et seulement là, que vous découvrirez que le temps n'est pas votre ennemi, mais la mélodie même de votre liberté. Habitez votre temps. Il est tout ce que vous avez, et il est infiniment suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir accordé de votre précieux temps. À bientôt de la boussole intérieure, n'oubliez pas votre horloge vous appartient.